Bonsoir, très chers compatriotes congolaises et congolais. Je suis votre frère Bertin Bahaya. J'ai pas été présent pendant quelques jours. J'ai été tabassé très sérieusement par Dame Nature. J'ai abusé du beau temps dehors et j'ai payé le prix. L'hiver ne pardonne pas. Sinon, je commence à prendre du mieux. Je m'en vais tout de suite remercier une auditrice de mes vidéos qui s'appelle Déborah. Déborah K. K comme kilo. Et elle écoute très souvent mes vidéos, elle écoute fidèlement mes vidéos, elle me prodigue des conseils, elle me fait des suggestions et j'apprécie cela au plus haut niveau. C'est ainsi que nous nous améliorons en faisant ces choses parce que nous n'en avons pas la formation académique. Je n'ai aucune formation académique ou empirique de faire ceci. C'est le besoin qui fait que j'ai commencé à le faire. Et quand je parle du besoin, c'est-à-dire le besoin de la défense de notre patrie, de notre pays, la RDC, de mon peuple, les Congolaises et les Congolais, ce qui m'importe. Alors, que je le fasse bien ou que je le fasse mal, je le fais pareil. Alors, vos suggestions, vos critiques, positives ou négatives, vos conseils sont toujours les bienvenus. J'exprime mon opinion et ne considérez ceci qu'une opinion. Une opinion, c'est comme quelque chose que je ne peux pas répéter ici. Chacun en a une. Voilà, alors exprimez votre opinion et soyez très quand même clair dans ce que vous allez me dire pour que je vous comprenne. Parce que si je ne vous comprends pas, je ne saurais pas réagir à ce que vous me dites. J'ai apprécié très récemment, les Rwandais se sont attaqués souvent à moi et se sont violemment vraiment attaqués à moi, insultés tout comme ils voulaient. Et cela m'a encouragé parce que je me suis dit, ah, donc je commence à toucher où il faut. Donc je commence à être intéressant. Parce que quand nous défendons notre pays, la RDC, les ennemis n'aiment pas ça. Et comme ils n'aiment pas ça, ils s'attaquent à nous. C'est une bonne chose. On jette les pierres à un arbre qui porte des fruits, dit-on. Je ne sais pas combien j'en porte, mais j'en porte quand même. Et voilà, il s'est passé beaucoup de choses, mais je ne viens pas pour commencer à dire les nouvelles. Fayoulou a dit ceci, le président Tshisekedi a dit ceci, il y a euh, Bemba qui a dit ceci. Non, parce que tout ce que j'entends du Congo, vous l'entendez aussi. Tout ce que je vois du Congo, vous le voyez aussi. Ce que je ne viens pas vous apprendre quelque chose de nouveau. Je peux parler de, de, de l'entretien qu'a eu notre très cher président Félix Tshisekedi avec les médias, mais vous avez suivi ça tous à la RTNC, sur Africa Cool, vous avez suivi ça chez Kalonji, vous avez suivi ça avec Jesse Mubenga, vous avez suivi avec HK, vous avez suivi avec Chancela, vous avez suivi avec Gili, avec Naya, vous avez suivi ça avec Kitenge, vous avez suivi avec Balamwange, avec tout le monde. Alors, je ne viens rien vous apprendre ici. Quand nous le disons, nous nous reprenons, nous répétons, c'est parce que ça ne fait pas mal du tout de reprendre ce qu'on dit du bien de notre pays et même ce qu'on dit du mal de notre pays pour que nous le sachions et que nous puissions nous armer contre nos ennemis. Nous allons parler de certaines choses ici. J'aime parfois parler des choses qui ne concernent pas directement notre pays, mais que vous compreniez d'où tout nous vient. Je rentre toujours dans l'actualité internationale, récente ou lointaine, pour que vous compreniez d'où nous vient tout ce qui nous arrive aujourd'hui.
les États-Unis, aujourd'hui, restent la première suprapuissance du monde. Malgré que c'est rendu un peu boiteux, mais il n'y a pas un seul pays au monde qui l'égale. Militairement, économiquement. Bon, économiquement, on peut dire que la Chine dépasse les États-Unis. Mais c'est la valeur d'achat qui fait la différence. Parce qu'un citoyen américain achète plus gros, a les moyens d'acheter plus gros qu'un citoyen chinois. Je ne suis pas économiste, c'est que je ne peux pas entrer dans les termes qui sont techniques, sinon je vais me casser les dents ici et vous allez rire de moi. Moi, je vais parler comme monsieur et madame tout le monde. Je vais parler comme quelqu'un qui parle des choses dont il n'est pas spécialiste et il n'a pas la connaissance académique, mais j'ai la connaissance que madame tout le monde a. J'ai la connaissance que monsieur tout le monde a et j'en parle. Alors vous sentez-vous à l'aise de venir me dire non, 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 là, ce que vous avez dit n'a pas de sens parce que c'est comme ci, comme ça. Je vous en serai gré et je vais lire ça, regarder et en avoir quelque chose pour moi-même. Moi, je n'ai pas 3 cerveaux comme mon confrère Kalonji, ni 4 cerveaux comme notre cher président Tshisekedi. Et j'en ai aussi quelques-uns de ces cerveaux. Vous savez, on peut dire, parfois quand on dit cerveau, c'est à ce moment-là que vous entendez certains spécialistes aussi parler des mémoires. Oh, mémoire visuelle, mémoire tactile. Oh, des gens qui... Mémoire auditive. Donc les gens, une personne qui, quand elle entend quelque chose, ce qui est entré, elle reste là, ne peut plus sortir. C'est-à-dire que vous allez voir certains gens, quand on est en train de leur parler, ou ils écoutent un discours, ou ils écoutent un récit, un professeur qui parle, vous allez les voir, ces gens-là, fermer les yeux. Ils ne dorment pas. Ils sont en train d'utiliser leur mémoire auditive. C'est ce que certains gens ne comprennent pas des chefs africains. Les dirigeants africains, la plupart, ont une mémoire auditive. Parce que dans nos traditions, souvent, quand le vieux parle, on ne se met pas à le regarder comme ça dans les yeux, mais plutôt on baisse la tête et on l'écoute. Ce qui fait qu'on développe la mémoire auditive. Il y en a des gens qui ont la mémoire visuelle. Et ça, c'est très bon pour les soldats. Un soldat doit voir quelque chose, l'identifier et la décrire en fraction de secondes. Parce que s'il ne réagit pas en fraction de secondes, il peut y avoir mort d'homme. Alors, dès que tu remarques un mouvement, tu l'identifies. Je viens de voir un tireur embusqué. Tu le décris. Habillé en camouflage noir et blanc à 50 mètres à midi, donc face à toi, ou à 3 heures à ta droite, ou il est à 9 heures à ta gauche. Donc, c'est une façon de décrire que les militaires comprennent et les citoyens ordinaires aujourd'hui comprennent parce qu'ils écoutent les films, vous voyez les films militaires, comment on fait la description. Et ceux qui t'ont entendu, tout de suite, ils vont regarder où tu as regardé et ils vont voir exactement ce que tu as vu tel que tu as décrit. Et ça, à cette distance-là, ils savent si la portée qu'il a réglée sur son arme va être efficace à cette distance pour qu'il détruise la cible. Sinon, il va régler soit pour
augmenter, c'est toujours pour augmenter, on ne va pas diminuer la portée si on a déjà la portée bien réglée. C'est que on va augmenter la portée pour qu'on puisse avoir l'impact direct sur la cible, l'efficacité, je veux dire. Alors, il y en a ceux qui ont aussi une mémoire tactile, comme les aveugles. Les aveugles, ils touchent. Dès qu'ils touchent, ils identifient à le toucher. Au toucher, je veux dire. Ils identifient au toucher. Et la prochaine fois, il n'a même plus besoin de toucher complètement. Il va juste effleurer et il sait, ou elle sait, déjà de quoi il est question. Alors, plusieurs mémoires comme ça. Et aussi, les cerveaux sont comme cela. Hier, j'ai entendu l'homme aux trois cerveaux parler du cerveau politique qu'a le président Tshisekedi. Et ça, c'est vrai. Il parle comme ça, mais quand vous regardez, Tshisekedi a le flair politique incroyable. Il comprend les choses à venir. Il réagit en fonction des choses à venir. C'est quand nous, on voit maintenant le résultat de cette réaction, on se dit, oh, c'était donc ça. Mais Moto Azaki n'a raison, parce que tout le monde a bon côté. Tu vois, c'est que ça existe. Alors, il y a ceux qui ont le cerveau économique. Il y a ceux qui ont le cerveau juridique. Donc, selon les dons innés d'une personne, on peut dire que la personne a ce cerveau-là pour ce don-là. Et quand la personne va suivre une formation empirique ou académique, selon ce don-là, alors la personne est quasiment un génie dans cela. Je m'arrête là pour ne pas divaguer sur des choses qui pourront me dépasser et vous allez me découper en morceaux ici. Les États-Unis, comme je le disais, c'est la première puissance. Mais les États-Unis ne sont pas fiables. Vous vous rappelez quand le président Vladimirovitch Poutine de la Russie a fait son discours le jour qu'il a déclenché les opérations militaires que la Russie mène sur le sol ukrainien. Il a décrit les États-Unis comme l'empire du mensonge. Il n'a pas menti. Les Américains mentent toujours. Ils créent les ennemis. Ils donnent une identité à ces ennemis. Puis, ils attribuent des caractéristiques à ces ennemis. Puis, ils développent des moyens de combattre ces ennemis. Et pourtant, tout est basé sur des mensonges. C'est l'empire que nous, on aura vu de notre temps vivant qui a fait ça. Et il a détruit beaucoup de pays. L'Union européenne, qui est l'œuvre des États-Unis et dont les membres sont choisis et nommés par les États-Unis, ne sont pas fiables non plus. Parce qu'ils ne peuvent appliquer que ce que les États-Unis demandent. Et vous allez me dire, mais Bertens, alors, comment tu peux dire ça? Que les États-Unis sont les générateurs de l'Union européenne? Or, l'Union européenne vient de poser des actes, vient de signer des mémorandums d'entente avec le Rwanda, pendant que les États-Unis semblent ne pas être d'accord avec ça, et les États-Unis, selon ce qu'il nous a dit Tshisekedi, sont de notre côté. Il faut que vous compreniez que Tshisekedi est un politicien. Il ne peut pas nous alarmer. Il ne peut pas nous dire que nous sommes seuls. Mais nous savons que nous sommes seuls. Parce que tout ce qui est arrivé à notre pays ne pouvait pas arriver si nous avions un seul pays puissant
qui était de notre côté. Les anciens dirigeants on comprend aussi qu'est-ce qu'ils étaient, d'où ils venaient. Ils n'étaient pas des Congolais. Et ils étaient venus faire ce qu'ils ont fait, c'est la destruction du pays. C'est qu'ils n'ont pas cherché à avoir des amis quelconques, si ce n'est qu'appliquer ce que leur demandait de faire. Dans l'histoire récente, vous avez vu ce que les Américains et les Européens ont fait à l'Irak de Saddam Hussein. Saddam Hussein était leur homme de main au Moyen-Orient là-bas. L'Irak était une puissance militaire, on disait d'elle qu'elle était la 4e puissance militaire. Vous vous rappelez, avant la guerre du Golfe, on disait que c'était la 4e puissance militaire du monde, l'Irak. Et qui disait ça? C'était les Occidentaux. Pourquoi ils le disaient? Parce que c'est eux qui lui fournissaient des armes, de l'argent, et lui disaient quoi faire. Ils voulaient le booster, ils voulaient lui monter le moral, parce qu'ils le lançaient contre l'Iran, dans une guerre de 8 ans qui a fait des milliers et des milliers de morts dans les deux camps. Quand l'Irak est sorti de cette guerre complètement amochée, l'Irak a dit, moi j'ai fait cette guerre, vous m'avez demandé de faire cette guerre pour protéger tous les pays du Moyen-Orient contre l'Iran. N'est-ce pas? Oui. Alors vous devez me payer, parce que vous avez dit que vous allez me donner les moyens de faire cette guerre. Mais j'ai utilisé les moyens irakiens, nous n'avons plus rien, le pays est en difficulté. Je me suis battu pour le Koweït, parce que le Koweït était en danger. Je demande maintenant qu'on me paye. Les Américains ont dit, le Koweït va te payer. Nous avons parlé avec le Koweït. Saddam Hussein a dit, Koweït, payez-moi. Le Koweït a dit, je ne vous dois rien. Les problèmes ont commencé. Saddam Hussein voulait se payer lui-même. Et Saddam Hussein a reçu l'ambassadrice américaine, Madeleine Albright, qui lui a dit en ce temps-là, parce que Saddam Hussein a dit, moi, je vais mener une opération militaire contre le Koweït si le Koweït ne me paye pas. Madeleine Albright a dit, oh, nous, on ne s'en mêle pas, ce ne sont pas nos affaires. C'est que Saddam Hussein a compris que, implicitement, Madeleine Albright venait de lui dire, vas-y, on n'a rien vu, on n'a rien entendu et on ne dira rien. Et pourtant, quand il a fait cette opération militaire contre le Koweït, les Américains sont venus le foudroyer. Ils avaient besoin plutôt de prendre l'Irak eux-mêmes. Alors, ils ont détruit l'Irak, ils ont pris l'Irak et ils ont commencé à voler du pétrole. Avant, ils achetaient du pétrole de l'Irak à bon prix, donc à un prix dérisoire. Ce n'était pas assez pour eux. Ils ont voulu prendre maintenant le beurre et l'argent du beurre. Donc, ils ont pris le pays et ils ont commencé à exploiter eux-mêmes jusqu'à aujourd'hui. Rappelez-vous ce qu'ils ont fait à Kadhafi. Ils ont fait porter à Kadhafi plusieurs... D'abord, pourquoi Kadhafi avait attaqué? Vous vous rappelez, Kadhafi avait fait la guerre au Tchad. Pourquoi Kadhafi avait fait la guerre au Tchad quand on a demandé à Mobutu d'aller défendre le Tchad? C'est parce que le Tchad devait de l'argent à Kadhafi et qu'on a demandé... Les Occidentaux ont dit au Tchad de ne pas payer. Kadhafi voulait se payer lui-même. Et on a demandé à Mobutu d'aller arrêter Kadhafi, arrêter les ambitions belligérantes de Kadhafi. Mobutu a envoyé les militaires zaïrois, congolais. Ils sont allés là-bas. Même si on peut couvrir ça de causes politiques, de ceci, la bande d'Aouzou, le SEPA, tout ça, ça n'avait rien à voir. C'est toujours de l'argent. Et vous devez vous rappeler
quand vous voyez une guerre quelque part, il y a l'argent que quelqu'un se fait. Sans un intérêt d'argent quelque part, il ne peut pas y avoir de guerre. Quand vous voyez la guerre, mettez-vous seulement en tête, quelqu'un se fait de l'argent. Et quand la guerre traîne très longtemps encore, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui coule. Beaucoup d'argent qu'on empoche par cette guerre. Alors, Kadhafi, il voulait lui faire porter la croix de banditisme, du terrorisme. Les Occidentaux ont occasionné l'explosion d'une bombe à bord d'un avion qui s'écrasait à Lockerbie en Angleterre, en Nouvelle-Écosse. En Écosse, pas en Nouvelle-Écosse. En Écosse. Ils ont dit, oh, ce sont des Libyens. Et tout d'un coup, ils avaient des photos des Libyens, tout ça. Alors, ils ont fait porter ça à la Libye. Ils ont fait des propagandes terribles. La Libye continue à se défendre et nier tout. Vous vous rappelez? On lui a imposé des sanctions incroyables. Puis les mêmes gens sont allés voir la Libye. Regarde, si tu acceptes de dédommager les familles qui ont perdu les leurs dans l'explosion de cet avion-là, tu payes un certain montant à nous, on va voir ta situation, on va t'excuser, on va laver ton nom. Kadhafi a accepté, il a admis une faute qu'il n'avait jamais commise. On a libéré le pauvre Libyen qu'on avait arrêté pour rien. Et Kadhafi a sorti beaucoup d'argent pour dédommager la compagnie aérienne et les familles. Beaucoup de milliards de dollars. Les familles des gens qui sont morts à bord de cet avion-là. Beaucoup d'argent. Vous vous rappelez ce qui s'était passé? Comme Saddam Hussein, on le recevait avec tapis rouge aux Champs-Élysées. On le recevait à l'Élysée, voulais-je dire, l'Élysée qui est le Mont Galliema des Français. On le recevait à Washington, à la Maison-Blanche. La garde de la Maison-Blanche qui saluait les marines là, qui étaient là, piqués comme des poteaux. Pour Saddam Hussein, ils l'ont fait pour Kadhafi. Kadhafi est retourné à la scène internationale. On a lavé son nom. On a même vu des Sarkozy aller là en Libye. On le recevait par-ci par-là. On lui a fait acheter énormément d'armes parce que son armée était rendue quasiment pas bien équipée. On lui a vendu des armes, il a acheté des armes de toutes sortes. On lui a convaincu, donc tu ne peux pas militariser la capitale, il faut que tu mettes ça à Benghazi. Il est allé mettre toutes ces armes-là stockées à Benghazi. C'était incroyable. Et pourtant, eux, ils avaient une autre idée derrière la tête. Quelques temps après, ils ont fait la guerre contre Kadhafi. Ils ont démoli les pays. Et les armes, ils ont pris les armes qui étaient là-bas, à Benghazi, ils les ont utilisées contre Kadhafi. Les Américains ont dit aux Français, dans le cas de la Libye, s'il vous plaît, soyez les premiers à tirer. Parce que moi, je viens de faire une guerre en Irak. Je suis mal vu. C'est une guerre qui a fait beaucoup de morts. Et puis, on nous a démasqué que c'est un mensonge qu'on a fait pour faire cette guerre-là. Que Saddam Hussein n'avait pas des armes de destruction massive. Alors, si nous allons directement en Libye, on sera mal vu. Mais vous, jetez la première pierre. Les Français ont été les premiers à lancer une bombe. Dès qu'ils ont lancé une bombe, les Américains ont pulvérisé le pays. Et vous savez quoi? Et celui qui coordonnait les opérations en Libye,
n'était pas un Français, n'était pas un Américain. C'est un général d'armée canadienne, le général Bouchard. C'est lui qui coordonnait les opérations. Et il a fait ça avec brio. Les Canadiens étaient fiers de leur général qui mène des opérations incroyables. C'est lui qui coordonne les forces de l'OTAN, les frappes de l'OTAN en Libye, c'est comme bla 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 bla. Juste pendant qu'ils sont encore en train de démolir la Libye, où Obama vient, il se lance contre la Syrie. Le dirigeant syrien, lui aussi, c'était là le chouchou des Français, Bachar el-Assad. Le dirigeant syrien, c'était le chouchou des Français. C'était le chouchou des Américains. N'oubliez pas que ces gens-là n'allaient pas à Moscou. Mais qui a sauvé la Syrie de Bachar al-Assad et Bachar al-Assad? C'est la Russie. Vous vous rappelez aussi que la Russie s'était insurgée contre le bombardement de l'Irak. Mais la Russie, à ce temps-là, venait de devenir une entité indépendante de l'ancienne URSS. Donc la Russie était mal en point, si vous vous rappelez. C'est que la Russie ne pouvait rien faire. La Russie a regardé Saddam Hussein et l'Irak se faire pulvériser sans rien faire. Les Américains ont fait la même chose à Kadhafi. Rappelez-vous comment Vladimir Poutine est en train de se plaindre, leur dire qui vous a donné la permission de bombarder la Libye? Qui vous a donné cette permission? Moi, personnellement, ça m'avait tiqué. J'ai dit, oh, pourquoi Vladimir Poutine se fâche et il est en train d'engueuler les Américains? Vous dites, qui vous a donné la permission de bombarder? Je me suis dit, la Russie est aussi puissante, on devait demander à la Russie la permission. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait des choses que nous ignorions. Alors, quand ils ont attaqué la Syrie et qu'ils étaient sur le point de prendre la capitale Damas de la Syrie, la Russie est intervenue et la Russie a pulvérisé les assaillants. Aujourd'hui, la Syrie a été sauvée. Je me suis dit, hein? Ok. La Russie a arrêté les Américains, les Français, le monde entier qui voulaient détruire la Syrie. Je commence à me dire, nous ignorons des choses qu'on ne dit jamais dans les médias d'ici. La Russie a une puissance que nous ignorons. Puis, après cette étape-là, en 2014, les Américains ont fait un coup d'État en Ukraine. Vladimir Poutine n'était pas président, il était Premier ministre. Et le président de la Russie à ce moment-là, c'était Medvedev. Medvedev, parce qu'il était beaucoup plus concentré sur les Jeux Olympiques qui s'organisaient en Russie, tout ça, il a échappé complètement à ce qui se passait en Ukraine et les Américains ont installé leur homme Poroshenko au pouvoir en 2014. Et vous savez ce qui s'est passé? La Russie est intervenue pour sauver la Crimée parce que les Américains voulaient aller s'installer en Crimée, mettre leur base militaire en Crimée, donc directement dans la porte d'entrée de la Russie. Et c'est en ce moment que la Russie est intervenue. La Russie a arrêté les opérations des Américains. Et même les habitants de Crimée se sont décidés eux-mêmes de quitter, se détacher par référendum de l'Ukraine pour s'attacher à la Russie. Nous avons suivi ça.
à la télé. Pourquoi je suis en train de vous parler de toutes ces choses-là? Je peux aussi ajouter ce qui s'est passé après des autres provinces de l'Ukraine. Ce sont des provinces qui, dans le temps, étaient des provinces de la Russie, qu'avec la venue de l'URSS, on a attaché ces provinces-là à l'Ukraine, mais ce sont des Russes qui habitent ces provinces-là, Donbass et Lugansk. Ces deux provinces-là. Ces deux provinces se sont dit, comme les Ukrainiens nous refusent et ils sont en train de nous bombarder, nous demandons notre indépendance, pas comme pays, mais comme entité indépendante, donc d'administration indépendante, mais nous restons dans l'Ukraine. D'où les accords de Minsk. Ils ont commencé à négocier. Et ces accords de Minsk ont été négociés, mis au point par les Français, les Allemands, la Russie, les États-Unis, bien entendu. Mais les signataires, c'était vraiment l'Ukraine, ceux qui ont signé les accords de Minsk, c'était l'Ukraine, les deux provinces, Lugansk et je venais de les citer, les deux provinces que je venais de citer là, la France, l'Allemagne, la Russie étaient observateurs. Elle était là pour observer que tout se passe bien. Ce que la Russie a compris plus tard, c'est que les Américains, les Français et les Allemands et les Ukrainiens étaient en train de rouler les Russes dans la farine avec ces accords-là. C'était pour donner le temps à l'Ukraine de se préparer militairement. Parce qu'ils ont fait de l'Ukraine une puissance militaire incroyable et redoutable. Jusqu'au jour où la Russie a déclenché ces opérations militaires-là, l'Ukraine était la première puissance militaire, je répète, la première puissance militaire de l'Europe. Et en ce moment-là, elle était la première puissance militaire de l'OTAN après les États-Unis, même si elle n'avait pas d'armes nucléaires. Parce que tous les pays de l'OTAN ont mis tout ce qu'ils avaient du muscle militaire en Ukraine. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient aller assiéger les deux provinces, Lugansk. J'oublie. Pourquoi j'oublie? Je venais de le dire. Et Donbass. Donbass et Lugansk. Ils voulaient aller les prendre de force, reprendre la Crimée, qui est russe aujourd'hui et qui était russe dans le passé, des mains des Russes, et enfin marcher sur la Russie, l'écraser, le découper en morceaux et s'emparer de ses richesses. Est-ce que c'est du déjà vu? Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est en ce moment-là qu'on atterrit sur ce que je vais vous dire maintenant. Vous comprenez pourquoi je vous ai amené dans cette historique des choses que vous connaissez tous, mais nous oublions toujours de faire la corrélation. On en arrive à notre République démocratique du Congo, qui, sous Kabila, était déjà une entité rwandaise. La République démocratique du Congo était déjà une entité rwandaise qui était gérée par le Rwanda. L'administration était rwandaise. La police était rwandaise. L'armée était rwandaise.
Les services de sécurité, tous les services d'intelligence, je sais quoi, c'était des services rwandais. Même si ça portait des noms différents. Mais ces services-là ne faisaient que ce que le Rwanda demandait de faire. Et le Rwanda a derrière lui les multinationales de grande puissance, les milliardaires puissants du monde et des États puissants du monde. Ces États-là, ces entités de grande puissance, se partageaient les richesses du Congo. Alors, aucun pays africain n'avait ni le droit, ni les moyens, et moins encore le pouvoir de dire non à cela. Par contre, ils se taisaient moyennant leur quote-part. On les payait tous. À l'intérieur du Congo de la RDC, tous les politiques que vous voyez là, toutes les personnes influentes de la RDC vivaient bien. Mais comment? Parce que le pays ne produisait rien, ou presque rien. Mais comment? Parce que l'économie du pays était par terre, complètement. C'est parce que tous recevaient un peu d'argent de tout ça. Prenez, taisez-vous. Généraux, taisez-vous. Police, taisez-vous. Tout le monde, taisez-vous. L'état d'administration, taisez-vous. Prenez, chacun, vivez de ça. Les accords de 2008-2009 avec CNDP, RCD, en 2012 avec le M23, ça faisait quoi ces accords? C'était pour consacrer tout ce que je viens de dire dans les textes, dans les accords écrits. Alors pourquoi ils n'ont pas déclaré tout d'un coup que non, on se décide aujourd'hui que la République démocratique du Congo devient une entité rwandaise et ça va s'appeler autrement peut-être la République Rwandoko, avec comme président Kagame, administrateur général Kabila. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que c'était inutile de le faire. Ce qu'ils voulaient était déjà fait. Par péremption, la République démocratique du Congo allait juste finir d'exister. Par désuétude, cette république allait finir par exister. C'est pour ça qu'ils ont fait cette constitution-là qui consacrait exactement ce que je viens de dire. Et tous les dirigeants congolais et tous ceux qui ont fait cette constitution-là étaient impliqués dans ce que notre pays subit aujourd'hui. Nous pouvons les excuser et dire, en ces temps-là, est-ce qu'ils avaient le choix? Oui, ils avaient le choix. Quand vous voyez que votre pays est en péril, vous avez le choix de dénoncer et refuser d'y s'y associer et refuser de mettre sa signature. Chose qu'ils n'ont pas fait. Ils ont choisi de signer parce qu'ils voulaient se nourrir de tout ça. Je suis distrait un peu par mon garçon qui passe devant moi. C'est ça, les studios qui sont dans les maisons. On va vivre avec. Alors, très cher Déborah K, parce que je sais que tu vas écouter cette vidéo et tu vas me faire des suggestions, tu comprends. Et avec les autres souscrits, j'en ai déjà 196 qui sont souscrits et je vous remercie d'être souscrits à ma chaîne. Peu importe les raisons pour lesquelles vous y êtes. Je vous remercie d'être là pour partager tout ceci avec moi et défendre la République démocratique du Congo qui est notre
chère patrie. Tshisekedi, en grandissant, a vu tout ça. Quand je parle de Tshisekedi en grandissant, donc, le fils, qui est le président aujourd'hui, il a vécu ça quand il était auprès de son père, en train d'apprendre tout ce qu'il connaît aujourd'hui et les démarches qu'il fait. Alors, Fachi, comme Poutine, il a fait confiance aux Américains. Il a fait confiance aux Européens. Il a signé des partenariats stratégiques avec eux. Des relations privilégiées avec eux. On va dire, mais est-ce que lui ne pouvait pas voir que ces gens-là ont toujours été des menteurs? Oui, il le savait. Il sait que c'est comme ça qu'on vit. Le plus gros mange le plus petit. Et notre pays s'en allait, ça partait sans nous. Il fallait trouver un moyen de ramener le pays à ses citoyens, à ses propriétaires qui sont les Congolaises et les Congolais. Alors, il a caressé ces brigands, ce bandit de grand chemin, ce malfrat, ce malfaisant, dans le sens du poil, pour que nous en arrivions même au point où nous en sommes, d'avoir le pays. Le pays, nous l'avons. Même s'il est mal portant, nous l'avons aujourd'hui, grâce à cet homme Félix-Antoine Tshisekedi. Il a fait tout ça. Il savait que ces gens-là vont le rentrer dedans à un moment. Et ils n'ont pas attendu là. Ils ont commencé à lui demander de faire les choses que Kabila faisait. Donc, de continuer sur le même chemin que Kabila, lui, il a dit non. Je ne peux pas le faire parce que ce pays, c'est le pays de nos ancêtres. Kabila, ce n'est pas le pays de ses ancêtres à lui, mais à nous. C'est notre pays, on ne peut pas vous le donner comme ça. Vous avez les moyens financiers, on peut vous demander de venir avec vos moyens financiers chez nous, parce que nous, on n'en a pas. Vous avez la technologie, nous vous demandons de venir avec cette technologie chez nous, parce que nous, on n'en a pas. Alors, nous allons faire des partenariats dans ce sens-là. Comme vous aimez ces choses-là, et vous les avez toujours eues par la fenêtre ou la porte de derrière, venez maintenant par la grande porte de devant, parlons ensemble, partageons le butin. Votre argent, votre technologie, vous exploitez. Vous avez votre quote-part, incluant aussi ce que vous apportez là. La plus-value que vous apportez, c'est vos capitaux et vos machineries. Et nous aussi, nous avons notre quote-part en tant que propriétaire de la terre, propriétaire du pays. Les autres, ils ont dit non. Fachi, tu ne comprends pas. Nous, États-Unis, nous, Union européenne, nous, G7, nous avons toujours tout pris sans rendre compte à personne. Nous allons continuer à faire exactement cela. À la seule différence, c'est que nous allons te donner ce que nous jugeons bon de te donner. Et c'est ça que tu vas donner à ton peuple. Et d'ailleurs, le pays, tu ne l'as plus. Voici ce que vous aviez signé comme entente dans le passé. Vous, donc, votre pays a signé comme entente dans le passé. Tshisekedi, ce sont des ententes qui sont illégales. Parce que la Constitution ne permet pas ça. On dit, comment ça la Constitution ne permet pas ça? Votre Constitution dit dans l'article 117, qu'est-ce que ça dit?
Vous pouvez céder une partie de votre pays pour la paix en Afrique. Et pour cette paix, vous devez céder certaines parties au Rwanda. Tshisekedi a dit, nous allons faire cette paix. Le Rwanda va rester au Rwanda et la République démocratique du Congo va rester à la République démocratique du Congo. Vous, nous allons faire des affaires avec vous, gagnant-gagnant. Oh, ils ont dit non. Wow, on dirait à comprendre bien. Est-ce que tu comprends la situation? Tshisekedi a dit, je comprends la situation, je l'ai toujours comprise, et mes compatriotes la comprennent aujourd'hui et la comprendront encore mieux demain. Ce pays-là est à nous et nous le gardons. On lui a dit, as-tu une armée pour faire ça? Parce que c'est l'armée qui garde le pays, non? Qui protège le pays. As-tu une armée? Attends, tu vas voir. M23, où est-ce que vous êtes? On a toujours été ici, on est là. Où? Nous sommes dans les maisons ici. Que ce soit ici à Rutshuru, que ce soit à Bunagana, que ce soit à Masisi, que ce soit, je ne sais pas, à Nyiragongo, nous sommes toujours partout. Et nous sommes partout au Congo. Nous sommes à Kwamut, nous sommes partout. Ah, ok. Avez-vous vos uniformes? Oui, portez-les. Vos armes, prenez-les. On déclenche la guerre. Rwanda envoie le renfort. C'est à ce moment-là que nous voyons maintenant les soldats venir en colonne, des colonnes et des colonnes qui quittent le Rwanda pour venir renforcer les M23, mais les M23 étaient sur terrain. Ils étaient sur terrain parce que c'est eux qui patrouillaient la République démocratique du Congo. Les M23, c'est quoi? C'est un mouvement. Le mouvement, c'est quoi? C'est cette philosophie des Occidentaux. C'est l'Occident. C'est l'Union européenne, les États-Unis, l'OTAN, tout ça. C'est ça le mouvement M23. C'est tous ces pays qui sont en connivence avec le Rwanda, le mouvement M23. Ce sont ces branches armées de ce mouvement, incluant les pays qui veulent donner les hommes pour venir combattre au nom du M23. Au nom du M23, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, tous ces pays-là, l'Éthiopie, le Soudan, tous ces pays qui donnent des hommes qui veulent venir combattre. Le M23, c'est un mouvement incluant des Congolais de souche, les John Numbi, le général Yav. Ces dirigeants politiques aujourd'hui qui, au lendemain de la prestation de serment de Félix Tshisekedi pour son deuxième mandat, tout d'un coup, ils vont créer des plateformes politiques pour antagoniser Tshisekedi. C'est les M23. Vous avez vu, quand Tshisekedi, les M23 veulent les tuer, quand le Rwanda veut tuer Tshisekedi et d'autres Congolais influents, mais vous avez vu Kamere aller les rencontrer. C'est Pavanant avec les hommes 23. Et il dit, non, je pense qu'il faut négocier avec ces gens. Vous vous rappelez? Avant les élections, vous vous rappelez? Ce sont des gens du mouvement M23. Les Katumbi, c'est M23. Les Mukwege. Mukwege, on attaque les Congolais qui sont à Panzi. Mukwege se sauve. Mais il va où? Il n'est pas allé à Kinshasa pour se sauver. Il n'est pas allé à Mbujimayi pour se sauver. Il n'est pas allé au Bandundu pour se sauver. Il est allé où? Il est allé au Rwanda. Donc les assaillants du Congo viennent tuer des Congolais et ils tuent des Congolais à Panzi. Ils ne tuent pas Mukwege. Mukwege se sauve pour aller se sauver au Rwanda. Vous comprenez ça? Mouvement M23. Alors, Tshisekedi se dit, je suis mal pris, je vais entrer dans ces négociations. Tshisekedi commence à aller tout autour, rencontrer tous ces présidents-là, parler avec eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Acheter le temps. Négocier, venez, on va faire les affaires, venez, on va faire le commerce ensemble, on va faire ceci, Rwanda, venez, nous allons
Vous avez les usines d'or au Rwanda, vous avez les usines de coltan au Rwanda. Regardez, vous allez exploiter, on va se partager, vous aurez votre part, nous aurons la nôtre. Comment vous voyez ça? Chic. Rwanda Air. Vous voulez faire cette compagnie qu'elle puisse faire des affaires au Congo? Mais venez! Pour acheter le temps. Il les a amadoués, il a acheté le temps. Dans l'entretemps, il a commencé à former des Congolais, des vrais. Ce sont ces enfants que vous voyez là. Les guépards, les ninjas, les tortues ninjas, je ne sais pas que vous voyez là. Les hiboux, les chikata. Qui, même les anciens, comme le général Kabi qui le protège. Des enfants du pays qui veulent protéger le pays. Le général Chiwewe, eux aussi pouvaient céder et partir. Non, ils sont restés. Nous pouvons dire que oh non, on a des problèmes avec l'armée, c'est un généraux, tout ça. C'est difficile pour un pays comme la RDC d'avoir une armée républicaine solide aujourd'hui. Il faut reconnaître que Tshisekedi, avec les rares Congolais qui protègent le pays comme les généraux Chiwewe, Chitambwe, et les autres là, même les Chirimwami là, les FAL, tout ça, FAL Sikabwe, les autres que vous voyez là, nous pouvons leur jeter la pierre. Mais pour que nous puissions avoir ce pays encore là que nous avons, ces gens-là travaillent d'arrache-pied. Ils se creusent les méninges. Ils font des choses miraculeuses pour que ça tienne. Les soldats que nous avons aujourd'hui là, qui sont en train de se battre à l'Est, les jeunes là que Tshisekedi a formés, mais ce sont des recrues. Quelle expérience militaire ils ont? De 2 ans? C'est des recrues dans les normes des armées occidentales de l'OTAN. Ils ne peuvent pas être au combat. Ça prend 5 ans de formation pour aguerrir un soldat. 5 ans de formation continue chaque jour. Mais eux, ils ont eu une formation accélérée. 2 ans, ils sont là en train de se battre. Mais ça sort du miracle que ces gens-là tiennent le coup. Vous savez qu'ils sont en train de se battre contre des armées du monde entier, ces jeunes gens-là. Tshisekedi a acheté le temps. Oui, l'ennemi aussi, en même temps, était en train de gonfler ses muscles. Parce que l'ennemi veut maintenant venir faire de force, prendre ce que Tshisekedi refuse de lui donner. Ils ont un problème. Le gros problème, c'est que Tshisekedi, lui aussi, a des gens, des Congolais, de souche, qui tiennent bon. Malgré qu'il y a aussi des mouchards, qu'il y a des traîtres. Nous pouvons dire, vous savez, un général, on ne prend pas un général et le mettre dehors du pays juste comme ça. Un général, c'est quelqu'un qui a au moins 1000 personnes qu'il commande et qui croient en lui. Alors, si ce général-là est corrompu et qu'il soit de mèche avec l'ennemi, nous sommes dans la merde. Mais alors, il faut qu'il y ait une force naturelle qui puisse s'occuper de ce général-là. Vous comprenez ce que je vous dis, les tortues ninjas, les guépards, vous comprenez ce que je vous dis? Maintenant, vous devez vous occuper de ça parce qu'on ne peut pas juste prendre un général, le mettre dehors, un colonel, le mettre dehors. Sinon, nous avons un gros problème après. Si l'Ukraine n'était pas soutenue par l'OTAN et les États-Unis, le président Zelensky n'aurait pas chassé son général Zalouzny. Il n'aurait pas mis à la porte il y a 1 ou 2 semaines. Il n'aurait pas pu le faire. Parce que Jean Zelensky était puissant. Mais comme il y a la CIA là-bas, tous les services militaires et paramilitaires des États-Unis là-bas et des Occidentaux de toutes sortes sont là, il a eu cette chance de le faire, mais Tshisekedi joue de la prudence.
Et il est en train d'attendre que ces soldats soient prêts. Et il est en train de former d'autres. Et le pays, nous avons 9 voisins. C'est qu'il faut protéger toutes les frontières. Parce que pendant que nous sommes là-bas à Goma, nous sommes concentrés à empêcher aux Rwandais et aux Ougandais de prendre notre pays. Mais nous avons d'autres frontières partout. Et les ennemis sont tout autour là-bas. Et aussi veulent prendre les parties du pays. C'est qu'on doit protéger aussi ces parties-là. Vous comprenez la difficulté que nous avons. Et c'est pour ça que je suis tout le temps fâché. C'est le moins que je puisse dire. Je suis en tabarnak. Je suis en crise, comme nous le disons au Québec, contre des Congolaises et des Congolais qui trahissent le pays. Notre pays a perdu 12 millions et plus. Aujourd'hui, on estime ça à 15 millions. De ses nationaux, de ses enfants, hommes, femmes, jeunes, vieux, femmes et hommes, enfants, 12 à 15 millions tués par ces étrangers qui veulent notre pays. Nous n'avons aucun pays qui condamne ça. Aucun. Mais ils sont tous en train de s'insurger sur ce qui se passe à Gaza. Certains soutiennent Israël, d'autres défendent les Palestiniens. Toute vie humaine qui s'en va est une tragédie. Mais il n'y a même pas 500 000 de tués là-bas. Nous, au Congo, nous avons 15 millions de morts. Et on ferme les yeux à ça. Nous, Congolais, nous devrions être serrés, tissés, serrés forts, soudés, côte à côte, pour protéger notre pays parce que nous n'avons personne d'autre. Nous avons un seul président qui se bat chaque jour. Oh mon Dieu. Si vous saviez, quand vous voyez la première dame parler comme ça, avec toutes ses émotions, elle sait ce que son mari est en train de vivre pour nous. Elle voit ce que son mari est en train de connaître pour nous. Les coups de téléphone qui viennent, qui le menacent, qui l'intimident. Les attentats auxquels il échappe chaque jour, parce qu'elle est au courant. Le ministre de la Défense, Bemba, qui est en train de se battre chaque jour. Il est avec le président chaque jour. Ces généraux, Chiwewe, Chiko Chitambwe, Chibangu, Chirimwami. Oui, Chirimwami. Je déteste les Kivusiens qui sont en train de manger avec les ennemis. Mais il faut reconnaître que Chirimwami fait du bon boulot. Son porte-parole personnel vient d'être attrapé de mèche avec les ennemis. Donc, quand ils étaient à la réunion, là, le porte-parole, ils étaient à la réunion en train de parler de ce qu'ils vont faire. C'est comme si Kagame était dans la réunion. Parce que ce porte-parole-là, qui sait les appareils qu'il avait sur lui qui émettaient directement à Kigali? Quand vous voyez l'ennemi en train de réagir d'avance à ce que vous allez faire, c'est que directement parmi vous, c'est là que l'ennemi est. Vous croyez que Chirimwami pouvait faire des miracles avec ça? Tout ce qu'il faisait était contrecarré par les ennemis. Et il avait l'air de travailler contre les intérêts du pays. Et pourtant, ce n'est pas ça. Fall Sikabwe, il est en train de faire un travail de titan. Mais c'est difficile. Oui, les gens disent, pourquoi tous ces généraux? Oui, parce que chaque groupe militaire, chaque détachement, quand il y a déjà 1000 soldats, on ne peut qu'avoir un général pour ces soldats-là. On ne peut pas prendre un capitaine pour le mettre là. Oui, nous pouvons dire que les généraux de Kabila, parce que
il faut se le dire, même ici en Occident, quand un soldat atteint le grade de général, il n'est plus un soldat normal, il est devenu politicien. Il est devenu politicien. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, je vous disais comment j'ai été parler à un général. Je lui dis, comment moi qui ai servi les forces canadiennes et j'y ai laissé ma santé, je peux voir qu'il y a des compagnies canadiennes qui sont à l'Est en train de faire du business et je perds 15 millions de mes compatriotes. Comment vous pensez que je peux me sentir dans ça? Je suis allé le voir parce qu'un général à ce niveau-là, c'est un politicien. Il parle avec un politicien. Le général m'a dit, mais monsieur Bahaya, je suis un soldat comme vous. Qu'est-ce que vous pensez que je peux? Rien, je suis un soldat. Je reçois des ordres et je les exécute. Je n'ai pas de suggestions à faire aux politiciens parce que c'est le civil politicien qui décide, il passe les ordres et nous, on les fait. C'est tout. On les exécute. Je n'ai rien à voir. Mais quelques jours, il m'a dit, mais vous les Congolais, c'est vous le problème. En me donnant des noms de Congolais, quand Tshisekedi va parler pour l'intérêt du pays, il dit ceci, il dit cela, mais qui vont parler contre le pays pour contredire Tshisekedi et jouer des coulisses, tout ça? Des Congolais. Mais les noms qu'il m'a donnés des Congolais, les exemples qu'il m'a donnés, ça m'a fait la chair de poule. Quand je regarde les photos de ces gens-là, ce ne sont pas des gens. Vous allez dire, oh, la faciès. Oui, c'est important. C'est important, la faciès. C'est avec ça. Regarde, si moi, là, je vais infiltrer l'armée japonaise, mais les Japonais vont regarder. Ils vont dire, non, cette tête ovale, là, avec un gros trapu comme ça, là, des lèvres charnues, là, c'est pas un Japonais, lui. Faciès? Oui. Si je vais infiltrer l'armée russe, mais ils vont me regarder et dire, ben voyons là, toi là, tu n'es pas d'un autre. Faciès? Oui. Alors, on ne doit pas vraiment s'offusquer, qu'on dise, oh, vos affaires là, vous parlez de faciès contre nous. Oui. Vous n'êtes pas bantou, vous n'êtes pas bantou. Vous n'êtes pas pygmé, vous n'êtes pas pygmé. Vous n'êtes pas soudanais, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas hamite, vous ne l'êtes pas. Si vous êtes nilotique, oui, vous êtes nilotique. Même si nous avons des nilotiques chez nous, mais nous n'avons pas une tribu nilotique. Non. Alors, vous venez, on doit tout de suite vous voir et vous poser des questions. Alors, quand il m'a montré certaines photos, j'ai gratté ma tête parce que c'était des noms bantous, des noms congolais, mais qui étaient portés par des personnes qui n'avaient pas la faciès congolaise. On s'entend? On s'entend? Nous, Congolais, nous n'avons pas d'autre choix. Soyons soudés. Soyons tissés serrés. Ensemble. Nous n'avons qu'un seul pays là, la RDC. Battons-nous pour ce pays-là. Vous savez que je n'ai pas la nationalité canadienne. J'ai la citoyenneté canadienne parce qu'on ne peut pas me donner la nationalité. Je ne suis pas un national d'ici. Je suis un citoyen canadien. Je ne suis pas un national. C'est ainsi qu'ils vont écrire dans leurs annales, nous avons un citoyen, Bertin Bahaya, qui est canadien, d'origine congolaise, de nationalité congolaise.
C'est comme ça qu'on m'identifie. Alors, si nous avons des Congolais qui ne sont pas Congolais nationaux, ils peuvent être des Congolais d'origine rwandaise. Ils sont du Rwanda. On ne doit pas s'en offusquer. On ne doit pas avoir honte de le dire. Et si ces gens-là se font infiltrer et ils favorisent l'infiltration parmi eux, et qu'on les utilise contre la République démocratique du Congo, c'est à eux de dire non, 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 non. Vous, Rwandais, vous êtes Rwandais, nous sommes nilotiques, nous sommes Tutsis comme vous, mais nous ne sommes pas Rwandais, nous sommes Congolais. Dites-le à eux. Chassez-les parce qu'ils sont en train de faire le mal au Congo à cause de l'infiltration que vous acceptez parmi vous. Il faut les refuser. Moi, si un Congolais vient dans la communauté congolaise ici et veut faire du mal au Canada, je lui dirais non, ne fais pas du mal au Canada en mon nom. Non. Retourne au Congo. C'est pareil que ces Tutsis qui sont au Congo, qui ont la citoyenneté congolaise, devaient dire aux Rwandais et dire à Kagame, non, monsieur Kagame, on refuse. Pas dans notre nom. Nous sommes des Tutsis, nous sommes des Congolais. Oui, nous sommes d'origine rwandaise, mais nous ne sommes pas des Rwandais. Alors, refusez-les. Refusez ces autres Rwandais-là. Mais pourquoi vous acceptez l'infiltration par vous? C'est ça le problème que vous nous créez, vous aussi. Mais nous avons des communautés nigérianes là-bas à Kinshasa. Ils se plaignent là-bas. Avez-vous déjà vu le Nigeria prendre des armes contre le Congo? Vous savez que nous avons énormément d'Indingari, comme nous appelons, mais des Sénégalais. Énormément de Sénégalais. Parmi eux, il y a des Guinéens, des Somaliens, mais tous, comme ils se ressemblent, nous appelons toujours des Ndingari. Mais est-ce qu'ils ont pris les armes pour venir tuer des Congolais chez nous? Mais le Rwanda le fait. Et vous, Congolais d'origine rwandaise, vous acceptez ça au lieu de les rejeter? Vous vous taisez? Vous êtes des mèches avec eux. On voit Kagame en réunion à Washington contre le Congo et on voit Bizima Kahara à côté de lui, Rubero à côté de lui et l'autre là, comment il s'appelle là, à côté de lui. Ils sont assis là dans la réunion contre la RDC. Et vous voulez que nous, on puisse ignorer ça? Non. Alors, je suis à 1h08. Je vais continuer un peu parce que je n'ai pas fini. Fatih a fait ce partenariat-là avec les Américains, avec les Européens. Pendant que eux, ce sont des margoulins. Ce sont des fripons. Des vrais. Mais ils tentaient montrer à ces gens-là qu'ils peuvent toujours avoir ce qu'ils veulent du Congo et en avoir plus en signant des contrats faits, conclus selon les règles de jeu et les lois congolaises, gagner et le Congo va gagner, mais elles n'entendent pas de cette oreille-là. Mais regardez maintenant d'autres pays. Même si ces pays-là ont toujours mangé à Paris et à Washington, quand ces pays-là ont demandé de l'aide aux Russes, les Russes ont demandé « Qu'est-ce que vous voulez ?» Nous voulons des outils de travail et des hommes qui viennent nous montrer comment utiliser ces outils de travail. Les Russes ont dit, voilà, nous vous les apportons.
Nous voulons votre sécurité, votre protection. Les Russes ont donné ça. Regardez les pays comme le Burkina Faso, le Niger et l'autre là, la Guinée. Non, pas la Guinée, l'autre là, un autre pays là, le Mali. Ils ont demandé de l'aide à la Russie. La Russie n'a envoyé que les soldats de fortune là qu'on appelait Wagner. Les Wagner ont mis les Français dehors. Out! Ils les ont mis dehors. Que dire d'un pays comme la RDC qui a à manger et à boire pour tout le monde? Si nous demandons aux fiables, aux francs-parler, aux confiants russes et chinois. Les Chinois, on ne les connaît pas beaucoup, mais on a vu quand les Coréens ont demandé aux Chinois de les aider, les Chinois sont venus les aider et ils ont mis les Américains en déroute. Quand les Vietnamiens ont demandé de l'aide aux Chinois, les Chinois les ont aidés, ils ont mis les Américains en déroute. C'est que il y a des pays qui viennent vous aider et vous aider pour de vrai. Oui, nous pouvons demander à la Russie de l'aide. Direct. C'est une chose, acheter les armes. Mais nous pouvons faire mieux. Leur demander de l'aide immédiate et directe. Nous pouvons le faire. Parce que pour le moment, la RDC a besoin des amis. Des vrais amis, des francs amis. Et ceux qui veulent la RDC doivent se faire des amitiés maintenant. Parce que dans 2 ans, si vous n'avez pas votre place en RDC, là je parle à ceux puissants du monde. Dans 2 ans, si vous n'avez pas votre place en RDC, vous ne l'aurez plus jamais. Tshisekedi a besoin de vous. Vous, citoyens du pays, citoyennes du pays, donc Congolaises et Congolais, maintenant, nous tous, à des degrés différents, des moyens dispersés, que chacun vienne juste entourer la RDC. Protégeons-la. Protégeons notre roi comme des abeilles. Protégeons notre reine, même si notre reine, c'est plutôt un roi. Tshisekedi, protégeons-le. Nous allons protéger notre ruche qui est la République démocratique du Congo. Notre ruche d'abeilles, c'est la République démocratique du Congo. Notre reine, notre roi, c'est Tshisekedi. Soyons ensemble comme des abeilles. Protégeons ce pays. Les Américains ont menti à Tchichi. Ils lui disent, ok Tchichi, nous allons demander au Rwanda de se retirer le 31 décembre 2023. Et le Rwanda a accepté. Tshisekedi leur a fait confiance. Tshisekedi était sur le point d'attaquer le Rwanda. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bombardé le Rwanda d'argent, d'armes, munitions et tout ce dont il a besoin, les techniciens de toutes sortes. On a vu tout d'un coup des Blancs commencer à pulluler sur les champs de bataille au Congo. On voit tout d'un coup les États-Unis faire quoi? De la même manière qu'ils avaient envoyé la France attaquer la Libye et eux, derrière, sont venus soutenir la France et donner le tout. Ils ont envoyé la Pologne au Rwanda.
La Pologne n'est même pas capable d'envoyer de l'aide significative à leur pays voisin, qui est l'Ukraine, parce que la Russie a tout démoli. Et elle accepte de venir au Rwanda. Vraiment, au Rwanda? Les Polonais au Rwanda? Vous comprenez maintenant ces faux amis, les États-Unis. Fachi nous a dit, non, nous exagérons quand même, les États-Unis font un effort, ils sont avec nous. Ben non, ils ne sont pas avec nous. Fachi le sait, et il sait qu'il le dit juste pour le dire, mais les Congolais savent que les Américains nous roulent dans la farine. Les Chinois ont déjà des intérêts dans les mines qui sont là-bas au Chaba, là, comment on appelle ça? Tenkefungurume. C'est que les Chinois ne voudront pas perdre leur part. Or, les minéraux visés par la communauté internationale sont tous présentement à l'est du pays. Nous devons demander aux Russes de venir nous aider. Ils viendront et ils vont nous aider. Je vous assure que les Russes ne bluffent jamais. Et les Russes ne perdent jamais de guerre. Les Russes ne perdent jamais de guerre. Ils n'en ont jamais perdu une. Vous allez me dire, mais ils ont perdu en Afghanistan. Non. Les Russes n'ont pas envahi l'Afghanistan. Le gouvernement afghan avait demandé aux Russes d'envoyer une petite équipe expéditionnaire juste pour protéger la présidence. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais la guerre civile a éclaté et il y avait des tirs partout. Ce que les Russes qui étaient à la présidence pour protéger le président se sont retrouvés dans ça. Ils ont commencé à se battre dans ça pour protéger la présidence. Mais une guerre civile, c'est une guerre civile. Tout le monde tire sur tout le monde. Alors ils ont demandé du renfort. Le renfort est arrivé, le renfort a été pris dans ça. Et se sont retrouvés à se battre contre tout le monde et contre personne, parce qu'ils ne savent plus qui est ami, qui est ennemi. Les Américains se sont impliqués, ils ont armé les Afghans pour maintenant diriger tous les Afghans contre les Russes. Les Russes se sont dit, pour arrêter ça, donc nous devons envoyer énormément de renforts, énormément d'équipements militaires et raser l'Afghanistan. Non, nous n'allons pas faire ça. Nous ne sommes pas là-bas pour prendre le pays, nous ne sommes pas là-bas pour annexer le pays, nous devons sortir. Et ils sont sortis d'une manière honorable. Sur parade, ils ont fait des parades, ils ont marché, ils se sont mis en colonne, ils sont partis. D'une manière honorable. Ils ne sont pas partis comme les Américains ont fui l'Afghanistan. Avec les avions, les gens tombent dessus, les soldats se sauvent la nuit, ils laissent même tous leurs équipements d'une valeur de 80 milliards. Ces équipements militaires. 80 milliards, c'est énorme. L'Afghanistan est devenu une puissance militaire du jour au lendemain comme ça. Les Américains ont tout laissé. Les Russes n'ont pas fait ça. Les Russes n'ont pas perdu là-bas. Les Russes ne perdent jamais, je vous le dis. Vous voulez les preuves? Allez regarder toutes les guerres qu'ils ont faites. Napoléon, il a laissé la peau. Hitler, il a laissé la peau. L'Empire ottoman, il a laissé la peau. Et les guerres, partout, ils sont intervenus dans tous les pays. Ils ont stabilisé les pays et sécurisé les pays. Pourquoi? Pourquoi? Je comprends que les conseillers de Fathi, les ministres congolais, tous veulent vivre en Europe. Ils ont déjà de l'argent, ils ont les familles là-bas. Alors, ils sont tout le temps en train d'accommoder les Européens contre les intérêts de leur propre pays, qui est la République démocratique du Congo. Parce qu'ils veulent vivre en Europe. Ce que Fathi ne doit pas les prendre.
que Fachi prenne ceux qui sont au Congo avec leur famille pour travailler avec lui dans son mandat. Qui se débarrasse. Ça, c'est un souhait. Que Fachi se débarrasse de toutes ces racailles des Congolais de mauvaise qualité, comme aime le dire Kalonji. Qui se débarrasse de cette saleté, cette ordure de Congolais et de Congolaises. Qui prennent des jeunes Congolais qui ont cette soif-là de voir le pays monter. Est-ce que ces jeunes Congolais-là auront des avantages plus que les autres qui ne sont pas au gouvernement? Bien sûr, ils sont ministres. Bien sûr qu'ils sont chefs d'entreprise. Ils vont avoir un standing plus élevé. C'est tout à fait normal. Un ministre ne vit pas comme un citoyen ordinaire dans la cité. Alors, si quelqu'un n'avait pas une voiture aujourd'hui, que demain vous le voyez à Mercedes, ne criez pas « Oh, il est en train de piller ». Non, c'est un ministre. Oui, il va avoir son moyen de locomotion là. Vous voyez qu'il construit une maison. Oui, il a de l'argent, il reçoit un salaire qui n'est pas le salaire de $1000, de $2000, peut-être c'est de $20,000. Oui. Mais aussi que ces enfants, que ces jeunes soldats, hommes et femmes, qui se battent, qui donnent le tout pour le tout pour la RDC, soient mis dans des conditions enviables, de salaires au-dessus de la moyenne. L'arme que vous donnez au soldat n'est pas plus importante que le soldat lui-même. L'arme la plus puissante, l'arme fatale, c'est le mental du soldat. C'est le cœur du soldat. Si vous lui donnez un cœur de lion, un mental d'acier et une vie apaisée, vous avez un soldat dangereux. Alors, à cela, vous ajoutez les outils de travail, donc les armes et les munitions, tout ce que le soldat désire avoir au combat pour faire son travail, donc de tuer l'ennemi et de protéger la population, de protéger le pays. Oh mon Dieu! C'est un soldat qui travaille pour 10. Regardez les soldats de l'OTAN et d'autres pays qui se respectent. Comment ces soldats-là vivent? Le Congo a les moyens de le donner à ces soldats. Oui, le Congo a les moyens de le donner à ce soldat. Un soldat congolais qui recevrait un salaire de base de $1000, ce n'est pas trop lui donner, pas du tout. Vous lui donnez $5000, ce n'est pas trop lui donner et vous avez les moyens. Quand Matata Pogno vole pour lui-même 280 millions qui étaient destinés au parc agroalimentaire de Bukangalonzo et il se fait une vie de prince, de bourgeois partout où il est, vous imaginez 280 millions pour un seul individu? Pas 5000 pour le soldat qui protège le pays? Mais voyons donc. 500 millions de dollars sortent pour arranger l'aéroport d'Ndjili et les 500 milliards disparaissent. Les Congolais, quelques individus se partagent ça. Vous avez un individu, Kabila, ancien président du pays, qui a 20 000 hectares. Non, oui, 20 000 hectares de parcs résidentiels où il vit, avec tout ce qu'il a là-bas. Chez lui, là-bas, comment vous appelez là? C'est Manoukou, là-bas, on appelait. Il a ça. Il a Kachamata. Un président de la République a ça. Et aujourd'hui, il reçoit près de 700 000 dollars. Presque 1 million de dollars chaque mois. Avec tout ce qu'il a. Pendant 23 ans, il n'a passé son temps qu'à recevoir l'argent. Il laisse tout le monde faire tout ce qu'il veut.
L'essentiel, c'est qu'en fin de journée, tu lui donnes sa part et ça arrête là. Raïs, raïs, raïs de merde. Raïs de merde. Il y a un événement qui s'est passé la semaine qui vient de se couler. Beaucoup de gens n'ont pas remarqué ce qui s'est passé. Vous savez, c'est la Russie qui a sauvé le Venezuela de Donald Trump, donc des États-Unis. C'est la Russie qui a sauvé le Venezuela de justesse. En dernière minute, les Russes sont venus sauver le pays, militairement. La Chine est venue après avec les capitaux. Kim Jong-un, la Corée. La Chine donnait des moyens économiques. Mais la Russie a procuré des moyens militaires. Alors, la semaine passée, ce qui s'est passé, c'était quoi? Kim Jong-un, il est allé rencontrer vieux Vladimir Poutine de la Russie. Et dans l'entretemps, le président du Venezuela est allé à Pékin rencontrer Xi Jinping, le président chinois. Les Occidentaux étaient alarmés de ça parce que les pays cherchent à se protéger. Regardez où se trouve la Russie et où se trouve le Venezuela. Regardez où se trouve la Chine et où se trouve le Venezuela. Kim Jong-un, ainsi de suite. Au moment où on se parle, les richesses du pays de BRICS, juste les quelques pays qui sont là, 5 ou 6, je ne sais pas, juste les richesses de ce pays-là, ont déjà dépassé de loin les richesses des pays du G7. La Chine, économiquement, a déjà écrasé les États-Unis. Du point de vue naval, les États-Unis ont encore beaucoup plus de puissance que la Chine. Nucléaire, pas militaire. Militaire, les Chinois sont déjà à égalité. Je parle de puissance navale. Ne vous en faites pas des porte-avions que vous voyez. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir des porte-avions. Ils ont fait ça quand ils étaient seuls à régner pour aller projeter leur puissance partout au monde. Mais aujourd'hui, on a des armes qui viennent boum, sur le porte-avions. Vos avions qui volent pour venir bombarder, boum, 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 on les fait sauter. C'est ça les moyens que se sont dotés les pays. Donc, les États-Unis, ce qu'ils ont là, c'est une coquille vide et qui est éparpillée partout au monde. Ils n'ont pas l'armée, ils n'ont pas une armée condensée comme ça, qui peut faire la guerre. Ils n'ont pas ça. C'est une armée complètement épuisée et au Québec, on dit maganée. Maganée, c'est un lambeau. Pour cause, la Russie vient de mettre l'OTAN et tous ces satellites à genoux en Ukraine. Et pourtant, la Russie n'utilise qu'une petite fraction de sa puissance militaire. Juste une petite fraction. Et la Russie ne s'attaque pas aux infrastructures civiles de l'Ukraine. Ça doit nous dire quelque chose. Parce que si la Russie, les États-Unis, l'OTAN avaient les moyens de s'en prendre à la Russie, ils n'auraient pas hésité. Ils sont juste côte à côte avec la Russie maintenant. Parce que tous les pays européens sont dans l'OTAN. Et l'OTAN, donc l'armée, l'OTAN c'est les États-Unis et ses satellites et ses vassaux qui viennent dans les pays limitrophes de la Russie. Pourquoi ils n'attaquent pas la Russie? Ils savent qu'ils osent ça et on ne parlera plus d'eux.
On ne parlera plus d'eux. On ne parlera plus des États-Unis comme une puissance. Ce sera fini. Ils savent ça. C'est pour ça qu'ils font cette guerre par procuration. Donc, ils utilisent quelqu'un d'autre. Oui, ça fait mal à la Russie. Mais la Russie gagne gros dans tout ça. Et les États-Unis perdent gros. Si vous pensez que vous avez vu encore la guerre, c'est rien. C'est rien ce que vous allez voir maintenant. Quant à République démocratique du Congo, je vais y revenir tout le temps. Une fois que nous avons le soutien direct et massif de la Russie, la guerre ne se fait jamais à crédit, donc nous donnons quelque chose en retour. C'est du donnant-donnant, parce que les enfants russes vont mourir. Les équipements russes viennent. C'est l'économie, c'est quelque chose qu'on arrache à la Russie. Nous devons donner aussi l'équivalent. Donnons l'équivalent et nous allons avoir notre mot à dire. Sinon, ces truands, ces bandits occidentaux sont déjà tout autour de nous pour tout prendre et nous n'aurons rien. Ce que Tshisekedi est en train de subir pour la République démocratique du Congo, je m'excuse vraiment, je suis dérangé par la maladie. Quand je parle de la maladie, ce n'est pas une grosse maladie qui va m'emporter, c'est la grippe qui m'a sérieusement tabassé. Alors, je suis tout le temps dérangé. Je fais l'effort de rester là, mais je suis fini complètement. Peut-être ça me prendra un gros repos de 2 jours encore. Tshisekedi n'avait pas à subir tout ça. Il subit ça parce qu'il veut sauver notre pays, il veut nous sauver, nous. Mais nous avons l'obligation de le protéger lui aussi. Et comment nous le protégeons? Nous avons fait une grosse partie de voter pour lui massivement. Ça, c'était le protéger et protéger notre pays. Mais ça n'arrête pas là. La guerre est là. La guerre avec tir pour tuer. La guerre chaude est là. Nos ennemis sont maintenant dans les pays voisins. Nous devons avoir des amis maintenant. Et nous ne devons pas aller par le revers de la main. Nous devons y aller droit, face à face, fara fara. Nous devons demander de l'aide aux Chinois et aux Russes, directement. Nous devons le faire. C'est en ce moment-là que nous serons respectés. Parce que les Russes, quand ils viennent faire exactement ce qu'ils vous ont dit qu'ils vont faire. Les Russes, quand ils vous donnent leurs mots, ils disent « nous allons faire ceci pour vous », eux, ils le font. Ils ne font jamais le contraire. Ils ne vont pas chercher plus que ce que vous avez donné. Ils peuvent négocier cela, mais ils ne vont pas vous arracher ça de force. Parce qu'ils ont de l'honneur. Parce qu'ils sont fiables. Ils sont francs. Nous devons faire cela. J'espère que nous allons tous être derrière notre président et ne pas baisser. Nous n'allons pas baisser les mains. Nous n'avons pas les moyens de dire par nous-mêmes que nous pouvons être indépendants. Nous n'avons pas encore ces moyens. L'Inde est indépendante. L'Inde mange du côté Occident et du côté Orient. Parce que l'Inde a les moyens de le faire. L'Inde a une armée redoutable, a une économie solide. Nous, on n'a pas encore tout ça. Nous sommes en gestation. Nous sommes en train de pousser un peu les griffes. Les griffes commencent à sortir un peu. Nous devons les aiguiser. Et pendant que nous sommes en train de les aiguiser, nous avons besoin d'une protection. Que les Russes, que les Chinois viennent. Nous avons la chance, peut-être que la SADC va faire quelque chose. Eux aussi sont là pour leurs intérêts. Ça, c'est sûr. C'est comme ça que ça se passe partout. Mais nous devons en profiter
pour faire ce que nous devons faire pour notre propre indépendance de demain. Soutenons Félix Antoine Tshisekedi. Tshisekedi, il est Mubembe. Tshisekedi, il est Mundande. Tshisekedi, il est Muhavu. Il est Mushi. Il est Ngbaka. Il est Ngwandi. Il est Muzombo. Il est Mukongo. Tshisekedi, il est tout le monde. Chacun de nous. Il est le fils du pays. Il travaille pour le pays, au péril de sa vie et celle de sa famille. Soutenons-le. Je vous en supplie. Je vous le conjure, très chers compatriotes, Congolaises et Congolais. Vous ne savez pas ce qui se passe, le langage qu'on lui tient, le langage qui tient aux autres. Il ne dort pas, le téléphone sonne à tout moment. C'est le chef d'état-major général, c'est le ministre de la Défense. Il entend ceci, il y a eu des tueries, il y a des incursions de Rwandais, des Ougandais, il y a ceci, il y a cela. Et chaque jour, il a ça. L'ancien président n'avait pas ça, parce que lui, il était à l'aise. Le Rwanda et les multinationaux, les étrangers avaient tout. Et nous, on croyait que le pays était là, le pays était parti. Tshisekedi est en train de retourner le pays, il a besoin de notre soutien. Que les soldats congolais soient bien, très bien alors, donner un salaire enviable. Pousser les jeunes Congolais à aller dans l'armée, pas à leur demander seulement aller dans l'armée. Oui, ils viennent parce qu'ils aiment leur pays. Alors, donnez-leur tout ce dont le pays a, que le pays peut donner à ces enfants-là. Ce n'est pas le député qui doit avoir 21 000. Ce serait le soldat qui devait avoir ça. On a des députés qui viennent, qui ne savent même pas aucun article de la Constitution qui émane de ce Parlement-là. Ils viennent et dorment toute leur journée là-bas. Et puis, quand le vote vient, qui sont pour? Ils lèvent la main. Qui sont contre? Ils oublient qu'il avait déjà levé la main, ils lèvent encore. Qui s'abstiennent? Ils lèvent les deux mains. Et en fin de mois, 21 000. Non! C'est le soldat qui devait avoir ça. C'est le policier qui devait avoir ça. C'est les cantonniers, les gens là qui balayent dans les rues, qui vont déboucher les caniveaux, qui devaient avoir ça. La politique, là, le politicien ne travaille pas. Il y a des gens qui n'ont jamais travaillé. Les pousse-pousseurs là de Kinshasa, les pousse-pousseurs là de Goma, les pousse-pousseurs de Bukavu, les pousse-pousseurs de Ngandajika, je ne sais pas d'où. C'est eux qui travaillent, qui font tout pour le pays. Ah, j'ai failli oublier. La levée du moratoire sur la peine de mort. Pourquoi ça attend? Pourquoi ça ne passe pas? Pourquoi on ne lève pas ça? Ce moratoire-là qu'on lève. Si, vous savez, la peur de mourir est inhérente à chaque humain. Et l'humain, quand il a peur de mourir, il se met sur le droit chemin par lui-même. Si on amène cette peine de mort qui a secoué les Occidentaux, qui ont commencé à créer des petits organismes chez nous, des droits de ceci, des droits de cela, non, le président de la République a l'obligation de protéger 120 millions de gens. Il ne protège pas les Français, il ne protège pas les Anglais, il ne protège pas les Américains, il protège les Congolais. C'est pour les Congolais qui font ça, qui va faire ça, qui lève le moratoire. Pourquoi pas? Pourquoi ça attend? Pour qu'on entende d'abord ce que va dire l'Union européenne, qu'on entende d'abord ce que va dire Washington. Mais aux États-Unis, on zigouille les Noirs chaque jour. Aux États-Unis, on exécute les gens chaque jour. Là-bas, la peine de mort est normale, légale. Et on tue. Les Noirs, c'est comme si on se pratiquait le tir sur les Noirs. Pom, pom, les pigeons.
Ils se font canarder, les Noirs, chaque jour. Et ils veulent nous dire, à cause des droits de l'homme, droits de l'homme, qu'est-ce qu'on a fait? La loi, on la met là. La loi congolaise dit que celui qui va trahir le pays, il faut qu'il soit exécuté. Pourquoi on ne la met pas en pratique? C'est ce moratoire-là qu'on doit enlever. Et on continue avec la loi. C'est notre loi à nous. C'est pour notre pays, c'est pour les Congolais. Alors pourquoi les Français, les Belges, tout ce monde s'en mêle avec des foutus d'organismes des droits de l'homme? Le Congolais qui mange avec l'ennemi et l'ennemi vient tuer 15 millions de Congolais, est-ce que ce Congolais-là a droit de vivre? Non, on doit aller. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma petite chaîne. Nous sommes rendus 196. On ne voit pas toutes ces vidéos parce qu'on ne voit pas vos likes. Si vous likez mes vidéos, même si vous n'aimez pas ma face, ce n'est pas grave. Vous n'aimez pas ma façon de parler, ce n'est pas grave. Likez ma vidéo parce que je parle pour le Congo. Que je parle mal ou bien, que je parle mon français qui n'est pas bon, un anglais qui n'est pas bon, on s'en fout. Je peux parler Kihavu. Kama mimi nasema Kiswahili, si mnanisikia bien. Est-ce qu'il y a un problème? Mulike video. Utasema, oh bwana, ulisema ndani français mrefu toute la video, unisamee. Prochainement nitasema Kiswahili pia. Bahavu, mtasema utadesha Kihavu kule, umadesha tu Kiswahili, wanadesha Kifaransa, wanadesha Kiingereza, udesha Kihavu, nechi, nadesha Kihavu na. Abashi mpu ntenja amashi bula nyon takulaga mumashi. Naliyigire Kihavu enchili mwana. Kushenga ndi Teresa natenga ahanakadesha Kihavu. Chochiruma ndinadesha ezindi ndimi. Saliko ndahezage Kihavu kyoshi nchinadesha Kihavu. Soko mulike video. Mulike hii message yangu. Koma itafika kwa batu. Kama hamuipende, kama hamuipartage. Ukasikia benye unapenda mwaibia nisema, hata kama ulipenda tu kitu moya kingine biote unabichukia. Me ile ijue kitu moya tu inapenda moya, unapartage video. Bakongole na bakongoleza bayue kama tuko tunasemea nchi yetu. Mimi nilomba president afanye cadre moya ya kuita Congolaises na Congolais beko ba mingi mu ma force de sécurité ya OTAN, États-Unis, Canada, Belgique, France, Nilbano mu Israël bako mule. Bukum Sahal nani armée ya ba israélien bako mule. Abaite bote aseme tuko mu situation critique, mina bomba mwebote mukuye. Kuko cadre moya banatupokea avec nos spécialités particulières que nous avons, avec les expériences que nous avons de combat. Tunakuya nabyo. Tunasaidia nchi yetu. Bakongole benye biko mu armée kule. Kama tunakuya, musituone saa vile on dirait hapa banakuya sasa biko wakia kutu. Non, hatukie kuvimba kitu. Parce que terrain mwenjo mwenejua. Muko na formation enyeshie hatuna. Ile formation ile terrain ile. Hatuijue. Sasa tutakuya mutatuforme. Mutatuforme na shitu tunakia na vile tunakia na hapo tunatia pamoja. Tunaenda. Ifo tunabapono na bale nyangarakata banatuchezea 15 millions de morts. Papa président. Omba bakongole bote bakuye. Batakuya. Mutashanga kuko bebeko jeune, kuko beko moins jeune, kuko besho kwa baze, shie bote tutakuya. Kisha mutatuforme pale mutuku na kimbia lulimi kona toka, mais c'est pas grave, juste je mettre en forme. Kisha 1 mois, 2 mois après, tunashuka kule. Tusaidie ba petit tortue ninja, ba guépard, ba tigre, bale bote beko kule. Tunabasaidia. Mutashanga muko mnaona niko na viser 600 mètres na faire sauter kichwa mutu sans rater. Tire réflexe.
hiyo ya bushiku, hiyo ya mugiza, niko na tire directement dans la masse mu centre mule, pum, inaingia mule. Pendant que vous petit tigre buku banakimbia gauche à droite buku partout, buku nalesha enemy. Mie kwa niko tu niko nakwenda natembea tu pole pole tu on est plus jeune là, mais niko nafuata. Ça tu nitaingia tu na j'immobiliser na viser. Acha. Soda Rwanda taipata tu. Ule ni kumuviser tu hapa. Vous savez, ma famille a été victime de cette agression rwandaise. Jua monaki batu banakia banabisema tu hapa. Monata sema tuko bien. Kule ku est batu banalumia sana. Dans la chair, dans l'esprit, dans le cœur, les gens de l'est la souffrent. J'ai perdu un frère qui a 1 an de moins que moi. Banyarwanda balimuwaka. Sasa banakuya banamuforce armée anakataa anasema j'ai une grosse famille, mko unanibeba wapi? Bakamupiga masasi. J'ai des nièces. J'ai des neveux. Banyarwanda banakamata beko bana viole ba fille kwetu. Banabazalisha banabacha batoto. J'ai des membres de famille qui proviennent des Rwandais sans le vouloir. Parce qu'on a pris leur mère de force. On leur a fait des bébés. De force. Violés. Je vous en parle aujourd'hui. Ça vient de mon cœur. Ça, c'était mes secrets à moi. Je vous l'ai dit. Je suis prêt à en découdre avec le Rwanda. S'il vous plaît, Président Tshisekedi, faites un cadre. Demandez aux Congolaises et aux Congolais de venir. Je ne peux pas juste venir, oh, je vais me présenter à Kinshasa, là, je me mets sur le boulevard du 30 juin. Oh, moi, je suis ancien soldat canadien, je suis formé ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mon ibebe, chef d'état-major Chiwewe, mumwambie kama niko hapa. Ngoja niende Bukavu kule, Goma, niende kutana na Général Chirimwami. Non, c'est pas comme ça. Le gouvernement doit mettre un cadre. On accueille les gens, on les enregistre. On demande des pièces, des preuves de leur formation. On check s'ils sont capables encore de se battre, qu'ils peuvent réintégrer tout de suite la première ligne qui est au contact. Ceux qui ne le peuvent pas, ils peuvent être en deuxième ligne. Ils peuvent former les gens comme instructeurs. Mie sina nataka kuperdre comme instructeur. Allez directement au front. J'ai des choses à les régler. Mie niuwe tu soldat moya Rwandais. Kisha bengine banuwe, Barunyarwanda bengine banuwe. Nitaenda bien. Je partirai au ciel. Tranquillement et avec joie. Pourvu que nilalishe soldat Rwandais moya. Ni mu vise bien. Ni j'ai rassuré que balle inaingia fasi mina vise inaingia en plein cœur. Kisha naangusha tena balle tano ile fasi. Pam! Pam! Analala. Désolé. Mais c'est mon cœur. C'est ma patrie. C'est mon pays. Mon peuple a beaucoup souffert. Mon peuple a beaucoup souffert. Ça nous recherche, ça nous ronge de voir que nous avons servi vaillamment, sans réserve mentale, des pays
qui sont en train de soutenir les tueries chez nous. Ils ne sont pas capables de venir chez nous pour qu'on puisse s'asseoir, faire des affaires ensemble. Ils utilisent un autre pays pour tuer les nôtres. Je suis désolé pour ça. Mais ça me recherche. Ça me révolte. Ah ouais. Vive la République démocratique du Congo. Nous gagnerons. Avec notre président Félix Antoine Tshisekedi. Hurrah!